À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Bienvenue à Conseil en bref. Cette semaine, nous résumons pour vous les 2 séances du Conseil de ville de Mont-Saint-Hilaire tenues les 4 et 11 décembre derniers. Nous amorçons l'émission par la présentation du budget pour l'année 2024 ainsi que les prévisions triennales d'immobilisation 2024 à 2026. Le maire Gartin a d'abord résumé les réalisations de son administration pour l'année qui s'achève en commençant par celles touchant aux questions environnementales. Suite au budget. On est très fiers, en fait, cette année d'avoir fait l'acquisition de plusieurs hectares de milieux naturels, notamment avec l'aide de partenaires financiers comme la CMM ou Connexion Nature. On a également réussi à protéger à perpétuité tout près de 9 hectares de milieux naturels à l'aide de servitudes. On a également adopté notre plan climat et un règlement interdisant, en fait, l'installation d'appareils fonctionnant au combustible gazeux dans toutes les nouvelles constructions. Ensuite, la plantation de 2160 arbres qui s'ajoutent aux quelques milliers qui ont déjà été plantés. Si je ne m'abuse, on est déjà rendu à plus de 6 000 arbres plantés. Notre engagement était de 10 000 pour l'actuel mandat du Conseil. On a également procédé à l'adoption d'un règlement sur la protection de l'habitat du martinet ramoneur. Ça peut sembler un peu cocasse. C'est quand même une espèce qui est en péril. 95 % de la population a chuté dans les dernières années et d'encadrer le ramonage des cheminées qui sont encore utilisées par les martinets ramoneurs, ça nous semblait une belle innovation. Mise en place du plan d'action de la politique de ville nourricière. Vous saviez, on accordait 4 sous de rabais aux agriculteurs et on entend bien poursuivre cette démarche-là, mais il y a aussi d'autres initiatives qui sont en cours de réalisation en fonction de notre politique. Et finalement, la mise en œuvre du plan d'action de la politique de développement durable qui suit son cours. Toujours en environnement, donc il y a la mise en conformité d'installations septiques, il y a des démarches d'identification de mise aux normes pour des raccordements inversés dans des résidences, la mise en chantier d'une station d'entreposage temporaire des sols à caractériser au garage municipal, la stabilisation de bandes riveraines, notamment pour le talus du parc Saint-Henri, la création d'un accès public à la rivière, toujours à cette même place Saint-Henri, contrôle d'espèces exotiques envahissantes et la réduction des superficies de thon qui figurent parmi les réalisations dignes de mention dans notre rapport. La trésorière de la Ville, Mme Sylvie Lapalme, a ensuite présenté les données budgétaires pour 2024. Le budget de 2023 de 45 millions et le budget de 2024 à 49,1 millions. Au niveau des dépenses, il y a 3 éléments qui viennent les expliquer. L'ouverture du centre aquatique, l'an passé, on l'avait planifié au budget à partir de l'automne 2023 seulement. Donc, en 2024, le centre aquatique sera en fonction sur une période de 12 mois. L'augmentation des quotes-parts, qu'on va voir un petit peu plus loin, qui représente 1,5 million de dépenses additionnelles, et l'ajout et l'indexation de dépenses pour 1,9 million, qui représente à peu près l'inflation. Donc, comme on a mentionné, on a vraiment revu la façon de faire de certains services, revu des dépenses pour être en mesure de rencontrer les objectifs que le Conseil s'est fixés pour le budget de 2024. Ce sont les quotes-parts que Mont-Saint-Hilaire verse pour les services régionaux regroupés qui absorbent la part du Lion, soit près de 33 % des dépenses de la Ville. Maintenant, au niveau de la quote-part des organismes, c'est ici, on voit le détail. Donc, globalement, une augmentation de 1,5 million.
ce qui représente 10 plus de 10 au niveau de l'augmentation des quotes-parts. Et une très grande proportion, près de la moitié des quotes-parts provient de la régie incendie et du service de police. Fait que ces deux quotes-parts-là représentent quand même 46 de toutes les quotes-parts aux organismes. Le total des dépenses augmente de 4 108 000 en 2024. La Ville doit donc aller chercher une augmentation d'environ 9 de ses revenus au cours de la prochaine année afin de maintenir son obligation légale d'atteindre l'équilibre budgétaire. On vient comparer par grande catégorie du revenu entre 2023 et 2024. Et on voit encore une fois, là, qui est le bleu, la plus grande proportion, c'est que la Ville, 79,66 de nos revenus proviennent des taxes et de la tarification. Donc, encore une très, très grande dépendance par rapport aux revenus de taxation. La présentation fut complétée par les données économiques sous-jacentes à l'inflation et aux grandes tendances budgétaires. Voici M. le conseiller Maillard. On voit sur 3 ans les taux d'inflation de 2021, 2022, 2023 qui font un cumul de 16,74 %. Si on se compare aussi à l'inflation à Montréal, parce que c'est vraiment l'inflation qu'on vit en termes de dépenses, cette inflation-là, cumulative, elle est de 17,3 % sur 3 ans. Quand on regarde notre compte de taxes, on l'a regardé de deux manières. On l'a regardé, quel serait l'impact de nous d'utiliser seulement le taux d'inflation, qui est le taux Québec, à 4,2 %. Donc, en excluant le coût supplémentaire des régies, qui sont de l'ordre d'environ 10 %, on arrivait à une augmentation cumulative d'environ 15 %. Quand on inclut l'impact des régies, en fin de compte, le taux d'inflation qu'il va avoir sur le compte de taxes pour 2023, donc pour 2024, vers l'avant, va être de 5,37 %. Donc, un cumulatif total de 16,30 %. Une projection de cette hausse anticipée de revenus a été faite sur le compte de taxes foncières à partir de l'évaluation établie à 545 500 $, soit la valeur moyenne attribuée à une propriété résidentielle de Mont-Saint-Hilaire. Le compte de taxes, présentement, en 2023, est de 3 025 $ ou au total, en prenant la taxe spéciale, qui est le fameux 3 sous pour la taxe sur le pavage, et en prenant aussi les éléments de tarification qui sont l'eau, l'assainissement de l'eau et les matières résiduelles, on arrive à un compte de taxes présentement qui est à 3 874,90 $. Si on prend l'inflation sans les régies, on arrive à un taux d'augmentation qui est de 4,2 %, qui est le taux, en fin de compte, de l'augmentation de l'inflation Québec. On arrive à un compte de taxes qui serait à 4 037,51 $. En incluant le coût des régies, donc le compte de taxes, lui, devient 4 083,11 $, soit une variation de 208,21 $ comparativement à 2023, pour un pourcentage global de 5,37 %. M. Maillard a ensuite expliqué l'évolution du taux de taxe foncière par 100 $ d'évaluation de chacune des différentes catégories de propriétés. Le côté résidentiel de 55 à 0,557. Au niveau du 6 logements, le taux passe de 0,66 à 0,6933 du 100 $ d'évaluation. Au niveau de l'agricole, il passe de 51 à 53,77. C'est le fameux 4 sous aussi de moins du 100 $ qu'on offre aux agriculteurs. Au niveau des terrains vagues, le taux passe de 1,10 à 1,1554. Au niveau du non-résidentiel commercial, l'année passée, vous vous souviendrez, on avait fait une séparation entre une valeur de plus ou moins 2 millions. Donc, le but étant qu'on voulait avoir une taxation moins élevée pour les plus petits commerces, mais une taxation différente pour les plus grands. Donc, les taux passent de 1,6148 à 1,7471 et de 1,7908 à 1,9751. Même chose au niveau de l'industriel, où est-ce que les taux passent de 1,4213 à 1,6422 et 1,4355 à 1,7741. En ce qui concerne le service de la dette, Mont-Saint-Hilaire a comme politique de ne pas y consacrer plus que 16 % de ses dépenses budgétaires.
Donc, depuis 2020 à 2024, on voit qu'on est vraiment en contrôle à ce niveau-là, puis il n'y a pas de problématique avec les investissements qu'on a réalisés là, au cours des années précédentes. Par ailleurs, l'endettement à long terme de la Ville apparaît sous contrôle, selon la directrice des Finances. Un autre ratio, c'est l'endettement total net à long terme par 100 $ de RFU, de richesse foncière uniformisée. Ce que notre politique dicte, c'est qu'il y a un taux maximal de 2,5 qui est fixé. Et on a l'historique de 2018 à 2022. 2022, ces données-là sont toujours sorties à partir des états financiers, donc les plus récents états financiers datent du 31 décembre 2022. Fait qu'on voit quand même depuis les 5 dernières années qu'il y a quand même une tendance à la baisse depuis 2018. Mme Lapalme a aussi détaillé les principaux éléments de la dette à long terme de Mont-Saint-Hilaire. La dette à long terme, il faut lire les sections en trois étapes. Donc, la première, c'est la dette à l'ensemble. La deuxième section, il faut lire qu'est-ce qu'est la caserne. Donc, c'est la régie de police. La construction, la Ville de Mont-Saint-Hilaire, quand la caserne a été construite, on est allé par règlement d'emprunt. Donc, tant que les règlements ne viennent pas en refinancement, c'est la Ville qui paie le service de dette et la régie nous rembourse. Donc, il n'y a pas de dépenses pour la Ville, mais elle fait quand même partie de nos états financiers. Et la portion tiers qui représente les portions, la taxation aux riverains, aux bassins ou encore des subventions de la part du gouvernement provincial qu'on reçoit sur une période de 20 ans. À partir de 2024, les nouvelles subventions seront toujours versées au comptant. Donc, dans le temps, la portion tiers va quand même diminuer. Donc, la dette au 31 décembre 2022 a terminé à 56,6 millions. On anticipe terminer l'année à 58,3 millions. On projette des financements pour 18,6. Ça, c'est si on réalise l'ensemble du PTI. Dans la vraie vie, souvent, ça peut être un peu plus bas. Et on projette des remboursements en capital, selon nos cédules, des remboursements pour presque 4,5 millions, ce qui amène une dette projetée au 31 décembre 2024 de 72,4 millions de dollars. Le poids de la dette et le taux global de taxation de Mont-Saint-Hilaire se situent dans la moyenne de ce qu'on peut observer pour les villes qui sont de taille semblable dans la communauté métropolitaine de Montréal. Il y a quand même des villes qui viennent tirer la moyenne vers le bas quand on passe à Varennes, qui a un gros secteur industriel qui vient impacter le taux global de taxation. Maintenant, au même titre que notre politique, l'endettement total net à long terme, on voit que Mont-Saint-Hilaire, qui est en bleu, on est un petit peu en bas de la moyenne des autres villes qui sont comparables. C'est M. Meilleur qui a présenté les grandes lignes du plan triennal d'immobilisation de la Ville. Des montants globaux de 29,6, 23,7 et 15,2. Si on regarde les dernières années, souvent on faisait des PTI qui étaient plus proches de l'ordre de 4 ou 5 millions. Donc, ça nous indique aussi qu'il y a un travail au niveau des infrastructures. Puis vous allez voir que les infrastructures sont la partie principale où on a des investissements. Là, ça représente le 2/3 des investissements pour les 3 prochaines années. Et aussi au niveau des bâtiments qui sont presque l'autre tiers des investissements qui vont avoir lieu dans les 3 prochaines années. On a ensuite présenté comment ces travaux d'immobilisation seront financés. Encore une fois, on voit que la majorité du PTI va être réalisée par des emprunts à l'ensemble pour environ 50 à 60 selon les années. Puis une partie importante vient aussi de subventions qui représentent un autre tiers des montants qui vont être utilisés pour réaliser le PTI. Au niveau de la taxe foncière spéciale, c'est toujours une fois le 3 sous du 100 $ qu'on utilise pour le pavage. Et une partie aussi vient des surplus affectés puis des fonds réservés, principalement pour l'année 2024 et 2026. M. Meilleur a notamment précisé les nombreux projets d'infrastructure qui sont planifiés par l'administration municipale. Il y a l'abandon d'une station de surpression, réfection de la rue La Salle, rue Lévis, réfection des égouts sur la rue Garnier, réhabilitation de la conduite d'Aqueduc sur la route 116,
des débuts de travaux de séparation des réseaux pour les rues des Hôtels et Sainte-Anne. Donc, on va séparer le sanitaire du pluvial, comme M. Guertin le mentionnait, pour diminuer les rejets d'eau non traitée à la rivière. Au niveau des chemins de service aussi pour l'égout d'usine d'épuration, c'est du côté du parc industriel. On continue le programme de remplacement ou d'ajout de bordure de trottoir, pavage et mobilité active via le 3 sous du 100 qui est la taxe d'asphaltage, comme on aime l'appeler. L'amélioration pour la sécurité des déplacements et aussi une planification d'aménagement du boulevard pour le TOD 2, puis la planification de la construction du bassin sanitaire pour rue de la Roque. Et enfin, au niveau des bâtiments... Ah, excusez-moi, je veux juste apporter une précision ici. Vous remarquez peut-être sur la diapo, pour les infrastructures, les premières pastilles sont en bleu, ce qui vient juste mettre en évidence le fait que c'est financé en partie par les programmes gouvernementaux. Donc, c'est pour se prévaloir de ce financement-là, notamment, que ces projets-là se retrouvent là. Un citoyen a demandé au Conseil quelles sont les mesures prises pour contrôler l'augmentation des dépenses de certaines régies intermunicipales, notamment celles de la police et du service des incendies. Je pense, M. Toner, qu'il faut être vraiment critique à l'égard de cette idée de l'économie d'échelle avec les régies de manière générale. On le vit cette année de manière assez particulière avec l'abolition de la régie des services animaliers. On arrive à se trouver un fournisseur qui va nous offrir des services équivalents à bien moindre coût. Maintenant, parfois dans des régies ou dans des organismes régionaux, municipaux, il faut se rappeler qu'on a un pouvoir qui est très relatif. Mont-Saint-Hilaire représente 0,3 % de la population de la communauté métropolitaine de Montréal, puis j'ai 1,82e des voix. Parfois, à la MRC, j'ai 1,13e des voix, même s'il faut la double majorité. Dans d'autres, c'est 1,5e et ainsi de suite. Donc, pour chaque régie a des réalités particulières. On doit les traiter de façon spécifique. Mais si on revient sur le cas de la régie des services de police, bien, il faut comprendre qu'on est face à des situations inédites de violence, notamment armée. Les municipalités voisines rurales qui sont couvertes par la SQ ont une subvention provinciale dont on ne bénéficie pas. On doit concurrencer sur un marché de pénurie de main-d'œuvre avec des grands corps de police, que ce soit la SQ ou les services de police de la Ville de Montréal. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux avec chacune des régies, mais soyez assurés, notamment pour la régie de pompiers, qu'on travaille fort aussi pour avoir un meilleur contrôle des dépenses. À l'ouverture de la séance régulière du Conseil de ville tenue le 4 décembre, le maire Guertin a évoqué le marché de Noël de Mont-Saint-Hilaire qui, pour la première fois, s'est tenu au manoir Rouville-Campbell. Puis c'était une première dans ce lieu enchanteur et il faut croire que c'était d'intérêt pour un grand nombre de personnes puisque plus de 4600 citoyens se sont déplacés pour venir visiter. Je dis citoyens, mais on devrait dire personnes parce que je crois qu'il y avait des gens qui venaient de loin, de Montréal, de Drummondville. Enfin, ça a été très, très couru comme activité. Il y a également une centaine de visites organisées du manoir en collaboration avec Patrimoine Hilaire-Montet. Et ces visites-là se sont envolées très, très rapidement, mais ça nous a permis de vivre cette première expérience de projet pilote, initiative qu'on espère reproduire dans le temps, riche de tous les apprentissages qu'on va avoir faits de cette première activité. Madame la conseillère Georget a présenté les critères de sélection du futur opérateur des activités commerciales hôtelières du manoir Rouville-Campbell à la suite d'un appel d'offres qui sera lancé sur le plan québécois, canadien et même international. Je propose donc que ce Conseil approuve la grille des critères d'évaluation et de pondération des offres intitulée « Services professionnels, gestion hôtelière, manoir Rouville-Campbell », laquelle grille est jointe à la présente résolution comme annexe pour en faire partie intégrante. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Une citoyenne s'est plainte que la Ville ne comptabilisait pas les pertes de taxes qu'elle estimait à environ 300 000 dû au fait que la Ville était maintenant propriétaire du manoir. M. Guertin lui a répondu que cette situation temporaire serait corrigée par l'arrivée prochaine d'un opérateur privé pour ses activités commerciales et hôtelières. Le maire a également ajouté un autre élément dans la balance. Vous savez,
qu'on protège de part et d'autre les deux bois de part et d'autre du manoir. Maintenant, ces deux bois-là ont été évalués à peu près 3,4 millions de dollars. Savez-vous combien ça coûterait à la Ville si on avait eu à financer 3,4 millions de dollars sur 20 ans? Mais ce n'est pas ma question. Je vous ai posé une question, Mme Renaud. Mais ce n'est pas à moi de répondre aux questions, c'est Alors, moi qui pose les questions. c'est entre 325 et 350 000 dollars par année. Ce qui veut dire que le don de ces deux bois-là équivaut à un montant qui est largement supérieur à ce que vous prétendez être une perte de taxes, qui, ma foi, est temporaire. La Régie intermunicipale des services animaliers cessera ses activités à compter du 31 décembre prochain. Ce service essentiel sera dorénavant assuré par la SPCA du Roussillon. Voici Mme Georget. Je propose que ce conseil approuve la convention de services animaliers intervenir entre la SPCA Roussillon et la Ville de Mont-Saint-Hilaire, ce pour une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. Répète. Je te regardais. Merci, M. Leboeuf. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Oui. Un terrain boisé d'une superficie approximative de 6,7 hectares et situé près de la rue des Peupliers est acquis par la municipalité à des fins de protection perpétuelle pour la somme de 187 600 $. Monsieur le conseiller Leboeuf présente la résolution à cet effet. Que ce conseil autorise la signature d'un acte de servitude réelle et perpétuelle de conservation et de non-construction en faveur d'un lot désigné, lot 4 149 223 au cadastre du Québec, fonds dominant appartenant à Connexion Nature. Un autre terrain boisé a fait l'objet d'une acquisition par la Ville, en partenariat cette fois avec Connexion Nature. Monsieur le conseiller Morin en fait la proposition. Je propose que ce conseil accepte le transfert partiel à la Ville de Mont-Saint-Hilaire de l'option d'achat datée du 3 octobre 2023, consentie à Connexion Nature par le propriétaire du dit lot au cadastre du Québec et entérine l'accord intervenu entre les parties. Que ce conseil autorise l'acquisition avec Connexion Nature du lot d'une superficie de 7,946 hectares pour un montant total de 174 812 $ ainsi que le paiement des frais accessoires reliés à cette acquisition. Une demande de dérogation mineure à un règlement de zonage doit faire l'objet d'une consultation citoyenne particulière. M. Guertin explique. La loi prévoit exceptionnellement, lorsqu'il y a une demande de dérogation mineure, qu'il puisse y avoir des questions spécifiques de la part de propriétaires qui pensent vivre un préjudice à l'égard de cette dérogation mineure-là, de poser des questions puis de porter leurs préoccupations à l'attention du Conseil avant qu'on procède à l'adoption. Donc, si vous croyez que vous vivez un préjudice associé à l'adoption de cette dérogation mineure-là, je vous prie de nous en faire part maintenant. Toute nouvelle construction à Mont-Saint-Hilaire ne pourra contenir d'appareils alimentés au combustible, à l'exception d'une génératrice ou d'un foyer d'ambiance pour les situations d'urgence. Je propose que le règlement numéro 1346, intitulé « Règlement visant à interdire les appareils fonctionnant avec un combustible gazeux », soit et est adopté par ce Conseil. J'appuie. Merci. Tous d'accord? Oui. Le maire a expliqué à un citoyen le niveau de difficulté de négocier avec le ministère des Transports du Québec pour l'établissement d'une piste cyclable sur le boulevard Laurier ou le chemin Benoît. Et je vais juste faire une analogie en guise de conclusion pour vous faire comprendre comment c'est fastidieux. Quand je parle de notre boulevard Laurier, je parle au même ministère qui s'occupe du projet du tunnel Louis-Polyte Lafontaine. Vous pouvez voir la disparité entre l'ampleur des projets. Oui. Mais je peux vous rassurer, j'étais en commission parlementaire à Québec récemment, et suite à la commission parlementaire, la ministre Guilbeault est venue me saluer suite à nos échanges dans le cadre de la commission. Et la deuxième chose qu'elle a faite, après m'avoir parlé de notre comté, puis de notre... elle m'a tout de suite parlé du boulevard Laurier. Donc, il faut croire que ça s'est rendu jusqu'à ses oreilles. Un citoyen a demandé à quand la fin des Publisac à Mont-Saint-Hilaire. Si vous mettez votre Publisac au bac de récupération, je vous prie de retirer le sac avant de mettre le contenu à la récupération. Ça cause beaucoup de maux de tête aux récupérateurs lorsque le Publisac est mis intégralement dans le bac. Donc, il faut séparer les matières. Ça aide beaucoup à la récupération. Dans un deuxième temps, j'ai
L'administration et le conseil s'interrogent beaucoup sur le Publisac, a fait des démarches auprès des médias locaux depuis un certain temps. Puis on se rend compte que Publisac, Post Canada, nous bombarde de toutes sortes de publicités. Donc, on reste à l'affût de ça, mais prenez note que le Publisac va bientôt disparaître. Et on espère vivement que cette publicité-là ne va pas juste être transférée vers la Poste. Mais on reste à l'affût de toutes ces questions-là, notamment pour limiter l'usage de ce type de publicité-là. Voilà qui conclut cette édition de Conseil en bref qui reprenait des points saillants des séances du Conseil municipal de Mont-Saint-Hilaire tenues les 11 et 4 décembre derniers. Nous espérons que l'émission vous a plu. Ici Louis Bibeau qui vous dit à la prochaine. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9. À chaque jour dans ma vallée, ma communauté. J'investis dans ces choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Fière de ma collectivité tissée serrée, je prends le temps d'échanger avec les passionnés et les passionnants. L'accueil y est chaleureux, les gens y sont généreux. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant.